Vous écoutez Mimesis, le podcast qui met votre corps en mouvement et votre esprit en ébullition. Je suis Alex, metteur en scène et directeur de l'association Le Bazar Culturel. Passionné par les arts du geste, j'ai fondé la méthode Artistic Training pour aider les acteurs à développer leurs qualités physiques et se perfectionner dans leur discipline. Chaque semaine, je vous livre mes entretiens avec des experts de la préparation physique, de l'entraînement, de la performance ou du mouvement en général. Que vous soyez artiste, sportif ou simplement curieux, cette émission sera l'allié de votre progression. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mimesis. C'est comme toujours un plaisir de vous retrouver. Et ce matin, je suis en compagnie d'Elena Serra. Elena est pédagogue, metteur en scène, comédienne et maître mime. Elle a collaboré avec le mime Marcel Marceau pendant plus de 20 ans et elle enseigne aujourd'hui à l'École internationale de mimeodrame de Paris et dans plusieurs lieux à Paris et ailleurs. Elle joue également dans les créations de la compagnie et crée ses propres spectacles. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, merci beaucoup, Alex. Alors, une petite correction. L'École internationale de mimodrame de Paris, Marcel Marceau, j'ai enseigné presque 10 ans là-bas, mais elle n'existe plus. Elle a été fermée justement en 2005, 2 années avant que Marcel Marceau nous quitte. J'ai enseigné dans son école longtemps et maintenant j'enseigne plutôt depuis 20 ans à l'Académie des arts du spectacle de Versailles, qui est dirigée par le maître de Commedia dell'arte Carlo Boso, qui est un grand pédagogue, et dans différentes écoles et lieux, universités, conservatoires. Enfin, je transmets l'art du geste à plusieurs publics différents et variés. On va en discuter sûrement. Oui, Voilà. mais tu fais bien de le préciser parce que c'est vrai que pour le coup, tu as une biographie assez impressionnante et donc c'est vrai qu'on a un petit peu du mal à s'y retrouver. J'ai même pas voulu citer toutes les écoles dans lesquelles tu interviens parce qu'il y en a énormément, mais j'invite vraiment les personnes qui nous écoutent à aller voir. En tout cas, merci pour ces précisions. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on parle de ton parcours, justement, j'ai 5 questions à te poser. Si tu étais un livre pour commencer. Je crois que je serai Le Petit Prince. Le Petit Prince. C'est un livre, oui, auquel je fais souvent référence et puis que je porte dans ma vie depuis longtemps parce que je l'ai découvert en arrivant en France il y a plus de 35 ans. Et il est toujours dans ma bibliothèque de temps en temps, je l'ouvre. Si tu étais un film, Si j'étais un film, je crois que je serais Little Big Man avec Dustin Hoffman. Voilà. si tu étais une époque, Oh, je sais pas. Je sais que beaucoup de gens disent l'époque de maintenant. Moi, je la trouve ouais. un peu dure. Mais quand même, pour autant, j'ai choisi quand même une époque qui était sûrement encore plus dure. Mais tout d'un coup, je me suis posé cette question. J'ai bien aimé mai 68. Voilà. La révolution, cette époque-là qui était quand même, bah, peut-être parce que en mai 2028, il y aura peut-être une autre révolution sociale, je ne sais pas. Avant, ce serait bien, non? 28, c'est loin. Ouais, mais oui, mais moi je me dis que ça serait bien avant, mais tu sais, le temps qu'en 2027 il y aura les élections, Ouais, c'est vrai. le monde il va comme il va, mais je crois qu'à un moment donné, ça risque de refaire la même grosse explosion sociale, quoi. Donc, Si tu étais une devise. je suis prête. Si j'étais une devise, je dirais, au lieu de chercher ce que vous n'avez pas, trouvé ce que vous n'avez jamais perdu. Waouh, ok. Et si tu étais une créature légendaire? Un phénix Top. qui renaît de ses cendres. Voilà. Génial, j'adore. Alors, déjà, c'est quoi le mime et qu'est-ce que ça représente pour toi? Comment tu le définirais aujourd'hui avec le recul que tu as sur cette pratique? Écoute, pour moi, le mime, c'est la base de l'être humain, c'est l'origine, ouais, c'est vraiment, en fait, quand on observe par exemple un enfant, l'enfant mime le monde et pour apprendre à le reconnaître.
Et pour moi, le théâtre, c'est une représentation de cet acte quotidien. Bon, après, on peut rajouter les décors, le costume, le texte, mais en tout cas, sur la scène, on voit un corps qui rentre et ce corps-là, c'est le théâtre pour moi, c'est la vie, quoi. C'est, je suis vraiment touchée par l'art qui est capable de parler de beaucoup de choses sans utiliser forcément le langage et qui est universel aussi. Le mime, c'est le rêve, c'est l'émotion, c'est la métamorphose, c'est l'identification avec les éléments, c'est plein de choses. C'est vraiment un univers très très riche. Ouais. Comment tu l'as découvert cet univers et à quel moment tu t'es dit c'est pour moi, ça me passionne, j'y vais, je fonce. Bah, en fait, moi, je suis italienne. J'avais fait en Italie des études de beaux-arts. Je voulais être scénographe, sculptrice. Enfin, je touchais un peu à la scénographie, au dessin. Je faisais un peu de la musique. J'aimais bien chanter. J'ai toujours fait un peu de danse. Voilà, j'avais plusieurs passions. Et en 1985, donc il y a vraiment longtemps, j'ai fait un petit stage avec Marcel Marceau qui était en Toscane, en Italie, et un stage d'un mois. Vraiment, j'ai passé un mois en Toscane, dans les collines en Toscane, à transpirer, à bouger, à rencontrer un vrai maître. Et là, tout s'est centralisé dans le mime. J'ai trouvé que dans le mime, il y avait la légèreté de la danse, le rythme de la musique, la profondeur du théâtre, la force de la sculpture. Et je me suis dit, c'est ça, je vais faire du mime. Voilà. Et tu l'as suivi tout de suite. Et je l'ai suivi, j'ai tout quitté en Italie et je suis venue à Paris pour faire son école et je l'ai suivi. Après, j'ai eu la chance, effectivement, très très jeune, de, qu'il me demande de l'assister dans ses stages et dans son école et de commencer. Et c'est comme ça que la pédagogie est arrivée, alors que j'étais juste une assistante très très jeune qui montrait les exercices. Mais en fait, j'ai compris que j'aimais pas seulement le mime, mais faire du mime aussi, petit à petit. Et du coup, ben après, je suis rentrée dans sa compagnie, je l'ai assisté, ben, je l'ai suivi 15 ans de ma vie. Du coup, j'ai eu vraiment beaucoup de chance à tourner le monde avec lui, à comprendre que l'art du geste est universel. Et du coup, après, j'ai diversifié mes formations en théâtre, en danse, en comédie dell'arte, en clown. J'arrête pas de me former, en fait. Mais le corps est toujours au centre c'est la dramaturgie du corps, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ouais. Quand on apprend le mime ou quand on l'enseigne pour le coup, quelles sont les grandes étapes? Par où on commence quand tu as un jeune acteur comme ça, une page blanche qui arrive, que tu dois lui apprendre à mimer, c'est quoi les premières précautions que tu prends, ouais, les premières étapes? Souvent, les premiers dans une première classe, on commence par le rythme, par tous les rythmes, par bouger, par marcher, par explorer l'espace. J'évite de commencer par les extrémités, ça c'est sûr, parce que malheureusement le mime, il est aussi facilement enfin, il est associé souvent à une sorte de désuet caricature, alors que ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment un art profond, un art ancestral, et ce n'est pas l'art d'imiter. Pour moi, le mime, c'est pas imiter, c'est devenir. C'est bien différent. Donc après, je fais faire des marches, j'apprends les positions des mains, j'apprends les colorations des sentiments, j'apprends les contrepoids, j'apprends le, les âges de la vie, les animaux, les personnages, le vent, la matière, les éléments.
Et à un moment donné, je fais des associations aussi entre la métaphore, par exemple, entre par exemple le brûler des jalousies. Ça, c'est si tu sens que le corps, il peut vraiment se mettre en mouvement comme une flamme et que tu cherches la colère par le mouvement et non pas par la réflexion intellectuelle, eh ben, je crois que l'acteur, il redevient un peu un grand enfant qui joue et qui joue vraiment. Voilà. Oui. Alors justement, parlons-en des enfants qui jouent, parce que pour le coup, moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans mes ateliers avec des amateurs, tu vois, quand tu leur demandes de mimer quelque chose, par exemple pour mimer des ciseaux, alors les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas la vidéo, je vous invite à aller sur YouTube, pour mimer des ciseaux, ils vont faire ça. Pour mimer Ouais. un téléphone, ils vont faire ça. Et donc moi, je rigole et je leur dis, mais non, alors comment est-ce que tu le tiens ton téléphone? Alors je prends mon téléphone, j'essaie de le tenir là entre mes doigts et je leur dis, mais il tient pas si je fais ça, le téléphone. Il faut que tu le prennes Ouais. comme ça, vraiment, Oui, avec la main. bah oui, tu peux le prendre avec la main en entier, mais maintenant, plutôt les gens, ils font comme ça, et voilà. Ouais. Et comme ça. Ouais. Oui, Et mais du coup, l'enfant qui joue, c'est vrai qu'il a pas forcément ce rapport à l'objet, tu vois. Enfin, par exemple, un enfant qui joue, voilà, le téléphone, il va le faire comme ça. Et oui, allô, je suis au téléphone. Quelle différence quand même tu fais entre l'enfant qui joue et l'acteur qui va essayer aucune, d'incarner quelque chose? aucune Ok. différence. Enfin, en fait, je préfère qu'il y ait de la maladresse dans mimer l'objet invisible, mais qu'il y ait la spontanéité de l'enfance. En fait, l'enfance, ce que j'explique aussi toujours, c'est que si tu regardes un enfant, l'enfant, il est capable de passer de la colère à la joie, se mettre à pleurer 2 secondes après, il rigole, et tout est vrai. Et l'acteur, quand il essaie de reproduire ça, il est beaucoup moins vrai. Donc, il faut qu'il retrouve le sérieux de l'enfant pour jouer. Hein, Ouais. ce plaisir de découvrir les choses et d'être dans le ici et maintenant. Voilà, c'est comme ça que je conçois ma transmission, on va dire. Ouais. Comment est-ce que le corps de l'acteur qui mime, comment est-ce que ça se prépare? Comment est-ce que là, tu parlais des exercices que tu faisais faire à des acteurs qui débutent. Est-ce qu'il y a encore une étape préparatoire avant ça? Ou est-ce que, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que peut-être tu vas, je sais pas, leur faire travailler en amont encore sur la respiration, sur d'autres choses? Est-ce qu'il y a un travail préparatoire au plateau? Oui, il y a évidemment la respiration est déjà une chose très importante, donc parce que un geste qui n'est pas respiré, c'est comme si c'était un geste non joué. Au mime. Il faut la respiration. Et après, donc, et pour faire ça, je m'appuie même à des exercices de yoga de base, voilà, pour que les acteurs ils libèrent quelque chose, le lâche-prise, très important. Voilà. Et puis après, je travaille beaucoup sur les illusions et la contrainte des illusions avec la technique qui va commencer à apparaître petit à petit. Mais dans un premier temps, ce n'est pas une exigence absolue. C'est-à-dire, par exemple, je vais apprendre à courir sur place ou à monter un escalier et à un moment donné à plonger dans la mer, à chavirer d'un bateau et tout ça, évidemment, sans rien. Du coup, le plus important, c'est c'est montrer l'invisible, c'est rendre visible l'invisible et de sentir que on est plongé dans cette lutte musculaire. Physiquement, il faut qu'il y ait le geste, il doit pas être juste léger, il faut qu'il y ait un contrepoids. Voilà. Là, c'est des exercices plus spécifiques. Voilà. Ouais, mais justement, il y a une question de tension aussi. Tu parlais oui, déjà de tension musculaire, mais aussi de niveau de tension dans le jeu. Tu vois, par exemple, quand on va voir des acteurs qui parlent, tu peux parler comme ça sur un ton très quotidien. Et puis à l'inverse, tu peux avoir l'acteur tragique qui va parler comme ça. Dans le mime, dans le travail physique, j'imagine que c'est un petit peu la même chose pour toi. On peut avoir plusieurs degrés dans l'intensité qu'on va rechercher chez le comédien. En fait, pour bien expliquer ça aussi, je fais référence à une chose que mon maître Marcel Marceau disait et qui m'aide beaucoup à leur faire comprendre la différence entre, par exemple, un acteur, il est sur la terre, il a, il est ancré sur la terre, et le danseur, il est dans les airs,
Et le mime, lui, il est entre les deux. Voilà, donc il est entre les deux, donc ça veut dire qu'il est dans une espèce de suspension où il ne faut pas qu'il tombe dans le réalisme. Le réalisme, il faut éviter, même si je forme aussi des acteurs qui font du cinéma, une école de cinéma, je les prépare à jouer, à agrandir le jeu pour après il vaut mieux agrandir et après diminuer selon le jeu que je recherche plutôt que pas assez. Donc, je cherche toujours à agrandir ce corps dans l'espace et faire en sorte qu'il y ait toujours un déséquilibre aussi physique. Par exemple, je donne un exemple. Quand un acteur, je donne un thème d'impro et qu'il va sur scène, même s'il n'a pas super toute la technique, je lui dis, quand tu reviens t'asseoir, si tu n'es pas un tout petit peu essoufflé, si tu viens te réasseoir après l'impro et que voilà, il ne s'est rien passé, ça veut dire déjà que l'impro est raté, quoi. Parce il faut quand même un élan physique et se jeter dans le vide, quoi, avec ce corps. Donc, c'est une vraie performance que je demande, plus dans la croyance que dans la technique et dans un premier temps. Hmm. Mm. Ouais. Tu parles sur ton site des gestes ordinaires qui peuvent devenir extraordinaires et je trouve ça intéressant parce qu'en fait, ce que j'ai constaté aussi dans ma pratique, c'est que très souvent, les choses les plus simples, quand on prend les thèmes d'impro les plus simples, les choses les plus banales, et ben c'est de là en fait qu'on peut faire des choses les plus créatives. Et très souvent, quand on essaie de faire des impros où c'est très compliqué, où il y a beaucoup d'actions avec des personnages, avec des choses, Ça ça marche pas. capote, ça foire, ça marche pas. Alors que juste quelque chose de tout simple. Je sais pas, on parlait du téléphone tout à l'heure, tu es avec le téléphone, il y a quelqu'un qui arrive, qui essaie de te piquer le téléphone. C'est une action toute simple, et puis juste des petites choses comme ça, ou même encore plus simple que ça, et ben en fait, on peut être très créatif avec très très peu en fait. Je suis vraiment de cet avis que le simple, d'ailleurs, c'est pas moi qui le disais, encore une fois, je rends hommage à Marcel Marceau, il nous regardait des fois dans nos créations et il disait, mais vous savez, le simple est difficile. Chercher à faire du simple, c'est pas facile. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire le simple parce qu'à travers le simple, on peut tout exprimer et puis surtout, c'est universel. Donc, je donne des thèmes, je donne jamais des thèmes avec des téléphones, par exemple. C'est déjà compliqué, hein, pour moi, dans l'idée. Je donne des thèmes qui peuvent être tu es vieux et tu te rappelles d'un moment de ton enfance, ou alors voilà, des choses sur les souvenirs, sur la métamorphose, sur être dans un lieu particulier. Ressentir, voilà, marcher au milieu d'une forêt, grimper sur un arbre, voilà, donc des choses aussi qui s'approchent aussi beaucoup de la nature. Mhm. Parce que l'imagination, elle est libre. Hein. J'évite de commencer par les choses très anecdotiques comme ouvrir un sac, allumer un téléphone, fumer une cigarette, regarder sa montre, alors que ça, c'est vraiment des clichés, si tu veux, pour moi. C'est un peu Ouais. des clichés. Voilà. Je préfère partir sur plus large, plus Ouais, c'est symbolique. intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que pour le coup, bah, moi, je m'appuie beaucoup sur des gestes comme ça du quotidien très simples, parce que quand on est avec des gens qui font pas du tout de théâtre, c'est ce à quoi ils vont se raccrocher le plus facilement. Déjà, quand moi j'arrive, si tu veux, et que, alors avec des élèves comédiens, je pense que c'est un petit peu différent, parce qu'ils sont dans une attente de devenir professionnels, de se former, etc. Mais avec des gens, je crois que tu es intervenu aussi, bah, notamment dans le milieu carcéral, etc. Donc, Ah ouais, ça, peut-être que c'était tu pourras en parler, formidable. hein. Ah Ouais. oui, Et ça. du coup, comment tu fais avec des gens qui n'ont pas cette attente de devenir comédien professionnel et qui déjà sont peut-être dans une, comment dire, ils ont une vision du théâtre qui est très, pas caricaturale, mais en tout cas qui est, enfin voilà, ils ont une idée très précise de ce qu'est le théâtre. Le théâtre, c'est deux personnes qui se parlent, etc. Et toi, tu arrives, du coup, tu dois tout déconstruire, j'imagine. Hmm. Alors, c'est vrai que je m'adapte beaucoup au public auquel je m'adresse. Donc, effectivement, bon, quand je suis dans une école, en troisième année d'une école professionnelle où les élèves jouent déjà à Avignon, comme c'est l'Académie des arts du spectacle et des Versailles, ils vont déjà en deuxième année jouer devant un public à Avignon. Donc, je m'adresse pas de la même façon à eux que, par exemple, au milieu carcéral. Mais donc, je m'adapte beaucoup.
Et là, c'est la pédagogie, le pédagogue en soi qui doit ressentir de quoi il a besoin, ce public. Ou quand j'interviens aussi beaucoup dans les festivals ou dans les milieux des improvisateurs, des gens qui font beaucoup d'impro parce qu'il leur manque la partie corporelle des choses. Donc, c'est jamais la même chose. Donc, par exemple, l'année dernière, j'ai fait une intervention dans une prison. C'était très, très, très émouvant et très impressionnant parce que j'avais affaire à un public qui était déjà enfermé, déjà pas du tout sensible au théâtre ou des choses comme ça. Et, euh, figure-toi que je me suis posé la question et après je me suis dit, mais non, j'y vais quand même. Je leur ai fait travailler l'évasion, au mime, tu C'est vois. vrai. Je te jure. Et j'avais les gardiens qui me regardaient autour qui se sont mis à rigoler parce qu'en fait, mais en fait, j'ai libéré chez eux quelque chose qui était donc évidemment quelque chose qui les touche, mais en même temps, alors qu'ils étaient un peu, certains étaient assis, voulaient pas bouger. En même temps, à partir du moment où j'aurais dit, voilà, vous grimpez, vous sautez, ils se sont beaucoup amusés et quelque part, ils se sont aussi libérés de la peur d'être enfermés. Ils ont rêvé. Et c'était très émouvant parce qu'il y en avait qui improvisaient, qui écrivaient une lettre à la famille, qui s'est transformé en oiseau pour apporter cette lettre. Après, la fantaisie est partie et c'était merveilleux. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir... en fait, le pédagogue, j'ai toujours cru, le pédagogue, il est en même temps lui-même toujours en train de se questionner. On apprend toujours. Moi, je me dis jamais que je suis arrivée quelque part. Je me dis toujours que quand j'ai un public d'élèves, je explore avec eux, je leur donne des outils et le plus important, c'est qu'ils comprennent bien qu'est-ce que c'est que l'émotion qu'on décroche face à un public. Qu'est-ce qui peut parler à tout le monde? Qu'est-ce qui il nous accommune tous? Je sais pas si on dit ça en Ouais. français. Je Et crois pas que le mot non, existe, mais en tout cas, j'ai compris l'idée. qui nous rassemble, voilà. Qu'est-ce Ouais. qui nous rassemble? Ouais, exactement. Donc oui, moi, je pense que aussi la pédagogie, ça fait 40 ans que j'enseigne, hein. Donc la pédagogie, c'est aussi quelque chose il faut avoir un bagage avant de pouvoir le transmettre, hein. Donc je pense que de ce côté-là, du côté de ce corps et de cette émotion, je pense que j'ai côtoyé beaucoup de maîtres, beaucoup de disciplines et j'ai formé ma manière de transmettre et que je pense, elle peut encore évoluer. Ouais. Ouais, qui évolue toujours, j'imagine. Évolue toujours, ouais, exactement, ouais. Est-ce qu'on écoute mieux dans le silence? Euh, oui, et je pense que le silence est une qualité de l'homme qui nous manque beaucoup aussi à l'heure actuelle. On est souvent dans le brouhaha, enfin les gens ont peur du silence. Des fois, des fois même les gens l'avouent, ils laissent les choses allumées à la maison pour avoir du bruit, parce que pour remplir quelque chose. En fait, le silence, pour moi, le silence, il est plein, il n'est pas vide. C'est ça qui est extraordinaire. Pour moi, le silence, il est plein il est rempli de choses à aller chercher et il ne faut pas en avoir peur. Ou par exemple, un comédien qui pense que s'il reste quelques instants en silence, il ne se passe rien, alors que non, il se passe beaucoup de choses parce qu'il y a la présence, il y a le regard, Donc, j'adore le silence. Je pense qu'on en a besoin un peu. Comment ça se Ah. construit un numéro artistique en mime? Est-ce que tu pars d'une idée? Est-ce que tu pars d'un personnage? Enfin, comment tu travailles un numéro artistique? Alors, des fois, au départ, c'est toujours la même chose. Quand c'est des élèves, je leur donne des thèmes sur lesquels pouvoir s'appuyer. Par exemple, dans un cours scolaire, je fais d'abord travailler le groupe, puis après je fais travailler le duo, et puis après je fais travailler le solo.
parce que c'est plus facile d'abord de partir en groupe, de s'appuyer les uns aux autres. Et puis après, je donne des thèmes, et sinon, j'écoute, je suis à l'écoute de leurs idées. Si par exemple, je donne le thème de l'attente, attendre quelqu'un qui ne viendra jamais, hein, un peu comme à la Beckett. Je leur dis, essayez dans cette attente de faire de passer par toutes les étapes émotionnelles et de nous montrer le moment où il y a l'espoir, la joie, le doute, la peur, la colère. Et du coup, après, ils arrivent petit à petit avec tous les thèmes, j'en ai plein, enfin, euh, ils arrivent à être assez inspirés pour pouvoir raconter leur propre histoire. Voilà. Ouais. Et ça arrive du coup qu'ils partent, enfin que ce soit eux qui te fassent des propositions, c'est ça? Oui. Absolument, absolument. Ils viennent, ils disent, tiens, Elena, on a pensé à ça. Il y a un groupe d'élèves qui arrive et dit, on voudrait faire, notamment, c'était arrivé souvent après les attentats justement au Bataclan. Les élèves étaient très touchés et ils me disaient, est-ce qu'on pourrait jouer un lieu, en attaque terroriste avec des gens qui tirent dans tous les sens? Est-ce qu'on peut travailler ça sur la peur, sur la violence? Et puis après, grâce au fait qu'avec le mime, on peut revenir en arrière et changer le cours des choses, ils avaient vraiment inventé un scénario très émouvant et c'était vraiment leur idée, quoi. Moi, je les aide sur le plan du mouvement et, et de l'expression du jeu, quoi. Quelle est la part d'impro dans un travail de mime? Parce que pour le coup, quand tu vas refaire, là tu parlais justement de revenir en arrière, de corriger des choses, quand tu vas refaire, est-ce que tu refais, tu cherches à refaire exactement la même chose, à retrouver la même sensation à Ouais. chaque fois? Est-ce que du coup tu te permets de réinventer? Comment est-ce que Oui, bah, ça ça se dépend. travaille? Après, tu peux avoir un... Moi, il y a deux façons de faire. Soit tu as une partition de mouvement qui reste la même. Et j'aime bien aussi qu'ils apprennent à faire une partition. Des fois, ils ont une partition très simple et la même partition est jouée par d'autres élèves, par exemple. C'est très important de faire en sorte que la partition de cette mimographie, elle soit comme une partition de musique n'importe quel autre élève puisse la jouer. Après, il y a aussi de l'improvisation, mais ça donne autre chose. Pour faire une improvisation, je leur dis toujours, imaginez un improvisateur jazz qui fait du jazz. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son instrument et il improvise. Mais lui, il le connaît bien, l'instrument, hein. Il a passé des années, des heures à le connaître, à l'explorer, à le codifier. Voilà, et en fait, le problème, justement, c'est pour ça que le mime est important dans la formation de l'acteur, c'est que le mime structure le corps de l'acteur et du coup, l'acteur, il pourra peut-être prétendre à faire des improvisations corporelles intéressantes parce qu'il aura des outils, une base, hein. Donc, l'improvisation, elle vient un peu après. D'abord, il faut apprendre un peu quelques outils. C'est intéressant parce que pour le coup, on renverse encore la donne. Je reprends l'exemple des amateurs, mais parce que c'est celui que je connais le mieux quand on fait des ateliers théâtre, c'est beaucoup des amateurs. Et ben, ce qu'ils veulent faire en priorité, ce qu'on nous invite à faire, en tout cas, moi, on m'appelle très souvent, c'est pour faire de Impro, l'improvisation. ouais. Ouais, c'est ce qui vient en premier quand on est dans le milieu amateur, quoi. Et en fait, ce que tu dis, c'est vrai que j'avais pas vu cet aspect-là, c'est qu'en fait, l'impro, elle vient quand on a déjà la technique, quand on est Bah déjà ouais. carré sur le reste. Oui, parce qu'en fait, l'improvisation d'un amateur, c'est qu'il risque d'être juste lui-même comme dans la réalité. Et du coup, la qualité théâtrale ou tu vois, du jeu. Donc, je pense qu'il peut improviser pour s'amuser s'il a un atelier par semaine. Mais ça, c'est bien aussi que si on peut leur donner des outils, quelques outils de base pour créer un langage commun entre les élèves et qu'ils puissent jouer entre eux, quoi. Oui. On parle parfois en théâtre général et même beaucoup en théâtre classique, on dit souvent, c'est aussi beaucoup le cas au cinéma, que certains acteurs ont un emploi.
Tu vois, la femme qui va plutôt avoir le rôle de la jeune première, l'homme qui va plutôt avoir le rôle du jeune premier, celui qui va plutôt jouer les héros tragiques, etc. Est-ce qu'en mime, on a comme ça un petit peu des tendances qui peuvent se dessiner quand un acteur se forme? Est-ce qu'il devient peut-être un peu... Est-ce que c'est plus facile pour lui d'aller vers l'humour, d'autres d'aller vers quelque chose de plus tragique? Est-ce qu'il y a comme ça des familles un petit peu des rôles un peu phares qui ressortent. Alors, comment je pourrais expliquer cette question? Parce que c'est la question aussi de tout court de l'acteur. Un vrai acteur, il joue parce qu'il peut jouer tout, parce qu'il peut tout jouer. Hein. Donc, en fait, ce que j'essaie de faire comprendre aux élèves, c'est que chacun est unique. On n'essaie pas de formater des gens, on essaie vraiment de leur apprendre à jouer avec leurs défauts et leurs qualités. Et peut-être bien que à partir du moment où ils se rendront compte que leur particularité peut devenir une force, qu'ils soient grands, petits, gros, vieux, jeunes, après, il peut jouer, forcément, il défendra mieux son personnage et son rôle. Mais au départ, il faut qu'il apprenne à tout jouer, même si c'est difficile. Ouais. Qu'il ne s'enferme pas dans un personnage, parce que ça risque d'être un peu léger. Mm. Au départ, il faut qu'il puisse jouer le méchant, le, 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 le timide, l'amoureux. Alors, c'est très, très difficile. Il y a des jeunes qui n'arrivent pas à être en colère ou d'autres qui me disent, mais moi, je connais pas l'amour, je sais pas. Et je dis, mais non, mais là, il faut quand même qu'on explore ça et il faut tout jouer. Donc, au mime, je pense qu'il y a des gens qui se sont créés vraiment, évidemment, le plus grand exemple, c'est Charlie Chaplin, qui était aussi très inspirant pour Marcel Marceau, c'était ce personnage qu'on voulait tous amener chez soi, quoi. C'est-à-dire que tout le monde reconnaissait, pourtant il n'avait rien de naturel. Et même Mm. sa démarche n'était pas du tout naturelle. Et pourtant on l'acceptait ce dessin, ce style, ses mimiques, son rythme, on l'a accepté parce que il a été vraiment universel. Je pense qu'à partir du moment où tu te crées un personnage universel, tu as déjà gagné une partie de ton Ouais. métier. Ouais. On va en reparler après, mais là, tu as abordé quelque chose d'intéressant sur les émotions. Tu as dit que c'était parfois compliqué pour un acteur qui doit jouer l'amour ou qui doit jouer la colère de s'en saisir si ce sont des choses qu'il n'a pas vécues. Quel est ton regard là-dessus? Parce qu'on connaît évidemment la méthode Stanislavski avec le fait de se nourrir de ce qu'on a vécu, de ses souvenirs, etc. Comment dire, est-ce que tu es en accord avec ça? Comment est-ce que toi tu le travailles justement avec Euh, un jeune qui vient te voir en te disant je n'ai jamais vécu l'amour? Comment je joue l'amour? alors, là, on a plusieurs points de vue pédagogiques et moi, j'aurais dit, même dans une école, il peut y avoir plusieurs professeurs qui disent des choses différentes et je leur dis, c'est pas parce qu'on dit des choses différentes que on est en contraste. Par exemple, moi, je n'ai pas besoin que si tu dois jouer la tristesse, que tu pleures vraiment et tu penses à ta grand-mère qui est morte. Ça m'intéresse pas. Parce qu'en fait, l'acteur, je leur dis bien, l'acteur, il joue avec des sentiments vrais, des histoires fausses. Et c'est bien fausse. Le côté faux, c'est-à-dire, to play, il joue, quoi. Il joue à pleurer, mais il aime pleurer à ce moment-là, parce que c'est son métier. Donc, si il n'est pas été jamais en colère de sa vie, ou je provoque chez l'élève, je les amène physiquement dans ce mouvement-là pour qu'ils apprennent à imiter la colère qu'ils connaissent pas, voilà, comme un enfant qui mettrait un cheval ou un lion. Et à travers les mécanismes de respiration, de rythme, ils comprennent, ils vont comprendre ce que c'est. Et du coup, après, ils retrouvent plus facilement l'expression de ce sentiment. Hmm, ouais. C'est pas si c'était clair. Si. Bah, ça me fait un petit peu forcément penser à l'approche physique, pour le coup, peut-être un peu plus de meilleur hold, où vraiment Ah on va oui, chercher dans le corps.
Tout à fait, c'est plutôt ça, oui, c'est plutôt la biomécanique. Voilà, c'est trouver des exercices, c'est beaucoup bouger, c'est courir pendant un moment pour être dans un état. Voilà. Et pour le mime, c'est pas seulement rester sur place et faire la marche sur place, c'est aussi de l'exploration, quoi. Mm. Tu parlais tout à l'heure de personnages universels, on va y revenir. J'ai jamais vu encore de tes spectacles en vrai, j'ai juste vu ce que j'ai pu trouver sur Internet, et notamment la bande-annonce de La Parole du Silence, dans laquelle tu commences, donc tu joues ta propre tante, si je dis pas de bêtises, voilà, qui vient sur scène, pour le coup, c'est un personnage de bande dessinée ou de dessin animé. Ouais, parce que c'est mon alter ego clownesque, si tu veux, et je pense qu'elle m'abandonnera jamais dans tous mes spectacles. Alors là maintenant, c'est vrai que dans La Parole du silence, j'avais un nez en masque, un peu comme la comédie de l'art, et que dans le spectacle que je suis en train d'écrire maintenant, le nouveau spectacle, elle va aussi réapparaître. Mais en fait, je suis en train d'écrire un spectacle. euh, qui va se jouer dans la saison 2025, qui s'appelle À trop parler, personne n'écoute. Voilà. Et en fait, dans ce spectacle, effectivement, il y aura du mime, il y aura beaucoup de mime et du corporel, mais il y aura aussi la parole. Et il y aura cet alter ego qui me suit depuis toujours, qui est cette vieille-là qui m'attend dans la tombe, là, tu sais, c'est notre peur, c'est la mort, quoi. Et plus j'avance dans le temps et plus se rapproche de moi, quoi. Donc, elle est bien accrochée à mon bras, hein. Ouais, mais c'est ton alter ego, mais justement, est-ce que elle tient pas aussi de l'universel? Parce que pour le coup, elle me faisait pas penser à ma tante, mais elle me fait forcément penser à une vieille qu'on connaît. Enfin, moi, en Ben, tout cas, elle me fait penser à une bien vieille sûr. que je connais. Et je pense que Ben, pour beaucoup d'autres gens, c'est la vieille dame du village. Il y a un truc comme ça où justement, ça crée un personnage universel, quoi. Ben oui, parce qu'on a tous connu des vieux que ce soit nos grands-parents ou des vieux du village, comme tu dis, ou des vieux du coin, ou de l'épicerie, ou je sais pas, du métro. On a tous été fascinés par le caractère parfois si fort et si intense. Par exemple, je donne toujours l'exemple de Tati Daniel, le film Tati Daniel. Elle est horrible et pourtant les gens l'aiment bien, quoi. Tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le tragique est comique, hein. Enfin, le comique est tragique. Pourquoi on rit? Pourquoi on rit de quelque chose qui est si méchant, si noir? Parce qu'en fait, on se libère de nos peurs quand on rit de quelque chose comme ça. On a des peurs et le fait d'aller au théâtre, voir des choses un peu grotesques voilà, ou comiques ou tragicomiques, c'est aussi accepter que de toute façon, on est tous sur le même bateau et voilà. Il y a une chose dont on est sûr, c'est que on va tous mourir un jour. Ouais. Donc au Et moins, donc, autant en rire, hein. à partir de quel moment est-ce qu'un personnage devient universel, justement? Est-ce que c'est quand il nous renvoie à cette espèce de memento mori, de mémoire de notre propre mort à venir? Enfin, à quel moment est-ce que tu parlais de Charlot tout à l'heure? Donc, on a pris l'exemple là de la vieille dame de la tante dans ton spectacle. À quel moment est-ce qu'on passe le cap de se reconnaître comme ça universellement dans un personnage, selon toi? Alors, je pense que c'est une bonne question parce que c'est forcément le personnage universel, c'est forcément, comme tu disais, un personnage qu'on peut rencontrer dans le quotidien. Et c'est là où je fais le lien avec le fait que je voudrais parler du quotidien, enfin de l'ordinaire, mais d'une manière extraordinaire. C'est-à-dire, c'est là l'artiste. On a tout dit, hein. Après la Grèce, enfin, je veux dire que déjà, on a tout dit. Donc, l'artiste, lui, c'est quelqu'un qui va dire à sa manière des choses qu'on a déjà entendu dire. Voilà. Et c'est là l'approche de l'universel, du personnage universel. C'est quand tu arrives à trouver quelque chose dans lequel tout le monde se reconnaît. Alors toi, tu as plusieurs pratiques. Tu as parlé du mime, tu as parlé du clown, tu as parlé du masque. Comment est-ce que tu choisis la forme qui convient pour raconter une histoire? Est-ce que c'est d'abord la forme qui précède? Est-ce que c'est l'histoire et ensuite tu dis, bah ça, je vais le raconter de telle manière? Comment est-ce que ça se construit pour toi?
Alors souvent, quand moi je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de faire de la création plateau, c'est-à-dire c'est de l'écriture du plateau. Ça ne peut pas se faire à table, hein. Parce que souvent on a besoin d'explorer l'espace. Donc par moment on travaille avec la caméra, donc on filme, on regarde, mais d'abord il faut quand même avoir un contexte évidemment. Euh, euh, en commedia dell'arte, on appellerait ça le canevas. C'est-à-dire le canevas, c'est voilà, comme dans ce spectacle prochain, j'ai dit que finalement, je veux rentrer dans mon cerveau pour explorer le cerveau. Donc voilà, et là, je vais découvrir des choses que j'ai oubliées, quoi, par exemple. Du coup, après, une fois que j'ai trouvé, par exemple, ce bout de spectacle-là, ben, je me donne les moyens de faire comprendre que je suis en train de le vivre et de le faire. Et du coup, sur scène, qu'est-ce que c'est de se perdre dans les méandres du cerveau, même physiquement. C'est là où le mime vient apporter ce que la parole ne peut pas apporter. Voilà. Mais l'histoire, elle est peut-être pas complètement détaillée, elle peut se détailler vraiment dans l'action seulement. Une fois qu'on est sur la scène et qu'on travaille avec son principal instrument, le corps. Le corps, il va donner le rythme, le corps, il va donner la forme aussi. Et donc, l'histoire se modèle autour de la dramaturgie corporelle. Et après, voilà, après, il faut répéter, et après, il faut changer, oser changer si ça va pas. Est-ce que tu es déjà parti d'un texte ou est-ce qu'on t'a déjà demandé de mettre en scène un texte? Et si oui, à ce moment-là, comment est-ce que tu fais t'opères le switch? Ah ben si, voilà, c'est ça. Par exemple, j'ai fait l'année dernière, je suis allée à Avignon, enfin j'ai mis en scène un spectacle en hommage à la pantomime justement, et je suis partie du texte de Jacques Prévert, Les Amants du Paradis. Et là, par exemple, effectivement, j'aurais fait une écriture dramatique en gardant les personnages, en gardant certaines répliques. Et après, j'ai inventé, j'ai tissé au milieu toutes les parties corporelles du mime que je voulais mettre en lumière en inventant des scènes sur Othello, voilà, sur Frédéric Lemaître qui joue Othello, qui rêve, qui joue Othello. Donc, je travaille aussi avec la parole parce que la plupart de mes élèves aussi dans les académies, c'est des acteurs, hein, c'est pas des mimes, hein. Donc, du coup, je dois jongler donc, j'apprends à faire aussi. J'ai beaucoup travaillé avec les bâtons et les fights. J'apprends aussi à faire le combat. Donc, il y a quand même un mélange de disciplines que je mets en mouvement autour d'un texte dramatique jusqu'à que je trouve que le corps tient le fil rouge de tout le spectacle, même quand il parle. Ouais. C'est-à-dire que même s'il y a du texte, il faut que ce soit un texte porté par des corps. Et c'est jamais du théâtre un peu réaliste, quoi. C'est jamais du théâtre. Moi, je m'endors souvent au théâtre, hein. C'est-à-dire que si je vais dans une salle et que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est assis avec justement beaucoup de décors réalistes, les verres avec le vrai vin Mm. dedans et la fourchette, et il commence à dire, oui, bonjour, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Là, ça y est, je dors direct. Bon, je pensais que ça arrivait qu'à moi, mais alors non, ça va. Moi, c'est ça. Et alors, ce qui m'endort encore plus, c'est les spectacles, au contraire, qui sont très perchés, où il y a le côté très Technique, contemporain du théâtre. oui, Moi, oui, ça m'exaspère encore plus. oui, bah oui, ça aussi, c'est devenu à la mode de mettre des grands écrans, des grands moyens, mais finalement, je me dis, moi, j'adore le théâtre pauvre. Est-ce qu'on peut faire du théâtre avec rien? Moi, je pense que oui. Après, c'est beau aussi de mettre euh, des décors. Et d'ailleurs, je suis très fascinée par certains spectacles où il y a du décor, il y a du mouvement, mais voilà, mais c'est pas la première chose. Il faut que d'abord, le choix, par exemple, de mettre une chaise, un objet ou un tréteau, il faut qu'elle soit motivée par l'histoire. Il faut pas faire de la décoration, quoi.
Je déteste le théâtre, voilà, où il y a c'est juste meublé, quoi. Ça, c'est pas ma tasse de thé. Comment on sait qu'on est dans le geste juste? Le Ah, moment où tu as atteint le geste juste. Comment est-ce que tu le reconnais ce moment? je n'ai pas la prétention de dire que je reconnais le geste juste moi-même, parce que Ouais, chez ça tes serait. élèves, par exemple, qu'est-ce Ah que tu oui, vois? Tu as bah le regard de la j'essaie. spectatrice, de la pédagogue. Au regard de la pédagogue, je leur dis toujours une chose. Je leur dis, le corps, alors le corps ne ment pas comment ça se voit, tandis que la parole, par exemple, est beaucoup plus mensongère. Si le corps, par exemple, je leur dis, si à ce moment-là, tu as peur et que ton corps a peur, et c'est juste parce que ton corps a peur, est en train d'être dans cette émotion-là, on y croira, et toi-même tu y croiras. Mais si tu cherches à fabriquer ça avec ton cerveau, je ne crois pas que tu fais bonne route. Donc, du coup, le geste juste pour moi, c'est que c'est à partir du moment où je sens que l'acteur, il se laisse surprendre aussi. Il est lui-même en train de inventer sur le moment quelque chose et sortir de son, des sérails comment on Ouais. dit, De son précaré. ouais, de sortir de sa zone de confort, on va dire. Hmm. Alors, pendant les 20 ans de collaboration que tu as eu avec Marcel Marceau, est-ce qu'il y a eu des moments un peu d'épiphanie, de compréhension où tu t'es dit, mais oui, ça y est, j'ai compris quelque chose? Est-ce qu'il y a eu comme ça des grandes étapes qui ont jalonné ton parcours? Ah oui, il y en a eu beaucoup de grandes étapes. Et c'est difficile de raconter en si peu de temps toutes ces étapes qui ont été très formatrices, oui, formatrices pour moi parce que j'étais jeune et que tout d'un coup je me retrouvais à Taïwan, au Japon, à New York, en Amérique du Sud et que c'était vraiment une autre monde, une autre manière de penser, mais que le rire, l'émotion, les larmes, ils sont partout pareils. C'est ça qui, en fait, moi, c'est ça, cet aspect-là qui a été vraiment très fort, très, très, un enseignement presque philosophique sur la vie, euh, qui m'a beaucoup accompagné, qui m'accompagne encore maintenant, et que j'essaie de préserver beaucoup. C'est, Est-ce qu'il y a une leçon que tu as apprise récemment? Quelque chose que tu as compris de la vie, de la société, des humains en général? oui, j'ai appris que, parce que je suis pédagogue, mais je suis aussi parent, hein, et parent d'une fille qui a 20 ans et que la jeunesse d'aujourd'hui, elle est malmenée, moi je trouve. Donc, elle a plein d'interrogations et c'est normal. Donc, ce que j'apprends aussi, c'est que finalement, ces jeunes-là, ils me touchent parce qu'ils s'accrochent à leurs rêves fortement et ça m'encourage. Ça m'encourage parce que nous vivons une époque qui n'est pas des plus faciles. Et de voir des jeunes qui montent des spectacles, qui veulent monter des compagnies, qui ont du respect vis-à-vis des maîtres ou des transmissions. Ça, c'est aussi une chose, un apprentissage pour moi, qui renforce mon, mon amour pour ce métier. Ah oui, je peux Vas-y, dire une chose? bien sûr. Je veux dire que quand je fais de temps en temps, par exemple en février, je vais faire. Moi, je travaille que dans des écoles ou dans des structures, des conservatoires. Mais quand je fais de temps en temps, une fois ou deux par an, des masterclass ouverts à tous, il faut pas avoir peur du côté vraiment. Je commence ces masterclass pour tout le monde, même le plus amateur de tous les amateurs qui n'a jamais mis un pied devant l'autre, peut participer à ces masterclass. Il y a pas de niveau, quoi. Ça, j'aime beaucoup aussi m'adresser à des publics qui découvrent l'art du mime comme un enfant qui découvre un nouveau jouet. Voilà. Donc,
Et je voulais le dire pour pas que les spectateurs se disent, ah oui, mais alors avec Elena Serra, j'aurais jamais la Je dirais chance, jamais. jamais j'apprendrai à faire du mime avec elle. Si, 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 tu peux, tu peux. Ouais. Et ben, le message est passé. En tout cas, sur À mon bientôt. oreille à moi, il est passé. Je serais ravi de venir à l'une de tes masterclass à l'occasion. Encore une fois, merci. Et puis, bah, à très Merci. bientôt. À bientôt. Ciao. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Avant de vous dire au revoir, laissez-moi vous rappeler que si le podcast vous a plu, vous pouvez nous laisser une note positive, nous écrire un commentaire ou encore vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, vous pouvez devenir adhérent du Bazar culturel. C'est la meilleure manière de nous soutenir et de nous permettre de vous proposer chaque semaine un contenu de plus en plus qualitatif. Sur ce, je vous dis à lundi prochain et en attendant, restez en mouvement.